Non mais sérieux les gars. Je vais faire un truc pro, je me retrouve avec une perruque nulle, un casque encore plus nul qui tient même pas droit. Bon, parlons des Vikings. Alors avant de commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sources dont nous disposons sont avant tout ecclésiastiques, et ils sont plutôt grognons à cause des raids, dont on parlera plus tard, et du coup ils vont essayer de diaboliser les Vikings, en disant par exemple qu'ils boivent dans le crâne de leurs ennemis, alors que c'est hyper relou. Du coup, pour le besoin de cette expérience, nous avons besoin d'un crâne humain fraîchement dégoté au marché noir, et faites comme ceci. Prenez votre crâne humain, et mettez environ 1 litre et demi. Ça a une bonne contenance finalement, et c'est totalement imperméable. On recommande bien évidemment le crâne humain pour son imperméabilité, bien évidemment. Excellent. Et en plus, c'est la base courbe du crâne, du coup la corne. D'ailleurs, des cornes, il n'en porte pas non plus du coup. Je vais pouvoir enlever ça, mais vous comprendrez que pour diaboliser quelqu'un, vaut mieux lui faire porter des cornes. On peut tenter de trouver une origine aux Vikings via la signification possible de leur nom. Vik en vieux norrois signifie anse, cric, et ing, l'appartenance. Les Vikings étant certainement ceux qui venaient de ces mêmes anse et cric. Dans les sources germaniques, pas vraiment de connotation géographique scandinave. On parle des Vikings comme étant juste des pirates. Ils ont également d'autres noms, russes ou vareg en Orient, Madju chez les Arabes, ou simplement païens en Europe, même si il y a plein de variantes. On a même Northman, homme du Nord en France, qui deviendra les Normands, qui ont un petit peu perdu de leur prestige passé. Petit peu. Ça tourne là? Non mais je sais que j'ai perdu des Normands. Hein. Non mais le sketch là... Après les Bretons sont quand même plus sympas. Mais les Bretons, eux, ils ont pas le monstre. Ah, c'est à moi. Alors, on peut croire que les Vikings sont tous blonds, aux yeux bleus et hyper baraques. Mais en fait, cette idée, c'est un peu de la merde. Du coup, j'enlève ça. Parce que oui, en fait, ils cohabitent avec des hommes plus petits, bruns aux yeux marrons, des Lapons et même des Islandais qui sont un mélange entre des Scandinaves et des Celtes. Du côté de l'organisation de la société viking en elle-même, elle reste assez difficile à appréhender, surtout sur une si longue période. On sait que les Vikings sont regroupés par clans de différentes peuplades, dans des landes qui n'ont pas vraiment d'équivalent français, à part peut-être régions, domaines ou même provinces, qui se divisaient elles-mêmes en Hund, qui devaient subvenir aux besoins de 120 personnes pouvant se battre. Même si des historiens préfèrent les ramener du côté des lieux de culte qui les éloignent de ce fait d'une société guerrière. L'époque viking est un épisode de transition pour la Scandinavie, surtout lorsque Harald aux cheveux blonds en Norvège au milieu du 9e siècle et Harald aux dents noires le siècle suivant au Danemark réunissent les chefs, on passe de chefferie au royaume et État. Un long processus qui durera jusqu'en 1192 en Suède et jusqu'en 1262 et 64 au Groenland et en Islande. D'ailleurs, ils ne sont pas tout de suite suédois, norvégiens ou même danois, mais se revendiquent plus du Jylland, Westland, Upperland ou même Södermanland. Et il n'y a pas cette notion, plutôt moderne, d'appartenance nationale. Du côté des femmes, elles ont une condition bien inférieure à celle des hommes. Normal quoi. Elles n'ont pas de droit politique, pas de droit juridique, elles ont tout juste le droit de témoigner parfois. Elles n'ont pas de droit à l'héritage, sauf dans certains districts au Danemark où elles peuvent toucher jusqu'à la moitié de ce que touchent leurs frères. Et elles restent à vie sous la tutelle d'un homme. Normal quoi. Le mariage là-bas est une affaire et se dit brodkop, littéralement l'achat de la mariée. Et une fois mariée, elle est libre de faire plein d'activités telles que s'occuper de la nourriture des enfants, de la lessive, du travail des champs, de la tapisserie, de la broderie, du tissage, etc. Elle n'a aucune liberté sexuelle et aucun écart n'est permis. Pour autant, elles ont aussi le droit de divorce. Alors, avant la christianisation bien évidemment, et dans deux cas. Premier cas, l'impuissance du conjoint, et deuxième cas, les brimades ou même les coups de ce dernier. Alors il faut un témoin à chaque fois, donc je vous laisse imaginer 2 secondes la scène. Voilà qui est fait. Et en plus, ça fout un bordel monstre dans la famille. Elles doivent en plus composer avec des concubines, parce que bon, aucune liberté sexuelle pour elles, mais pas pour le mari, mais elle reste quand même la maîtresse des clés, grâce à un trousseau qui marque sa puissance dans la maison. Pour autant, même si on a vu qu'elle n'a aucun pouvoir juridique, la femme, dans la pratique, est extrêmement respectée. Bien sûr qu'on les respecte. Oui. Elle est véritablement la gardienne de l'autorité.
elle gère l'éducation des enfants, elle gère les domesticités, elle doit maintenir les traditions de son clan et de celui de son mari. On l'a fait détentrice de savoirs un peu plus sombres, tels que la sorcellerie, la magie ou même, oh là là, la médecine. Elle est gardienne de la mémoire des anciens et doit apprendre aux siens la généalogie. Tout cela lui confère un caractère presque sacré, selon des historiens comme Tacite. Cependant, on a retrouvé un squelette en 1878 à Birka, dont des analyses datant de 2019 ont prouvé que c'était celui d'une femme de haut rang. Alors si certains spécialistes sont un petit peu perplexes, on peut comprendre que ça fait quand même écho à pas mal de légendes, comme celle de Lagartha, dans la saga de Saxo Grammaticus, qu'on retrouve dans la série Viking, ou les Valkyries, basées sur les Skjalmo. Enfin bref. Skraldme. Des femmes qui prenaient les attributs vestimentaires masculins et les armes dans la mythologie nordique, mais également dans les récits d'autres peuplades, tels que celles des Goths ou même des Marcomanns. Des informations qui font également écho au dire de l'historien byzantin Jean Skylitzès, qui parle de soldats découvrant les cadavres de nombreuses femmes après la campagne de Bulgarie en 971. Quand on regarde la société viking en elle-même, on voit qu'elle possède quand même une certaine organisation pyramidale, avec en bas de l'échelle les Umagi qui sont les nécessiteux, et les Trael qui sont les prisonniers de guerre ne pouvant pas être maltraités, mais pouvant facilement s'émanciper. Ensuite, on a les Boenres qui sont tout simplement les hommes libres, et au-dessus de tout ça, on a les Konengar ou Jarlar, qui sont les dirigeants ayant hérité ou étant élus. Car oui, il y a des élections existantes dans certains clans. À côté de cela, on a les Godars, qui sont les chefs de clan, hommes ou femmes, et qui sont chargés des pratiques et des coutumes lors des fêtes ou des grands événements. Ils deviendront prêtres lors de la christianisation et siègent comme jury lors des assemblées. Car oui, il y a des assemblées, deux principales, les Varthing au printemps et les Althing aux solstices d'été qui permettent de voter les jugements, les lois, voir un petit peu ce qu'il va y avoir comme voyage et quelques petits projets un peu mineurs. Bon les gars, bien bouffé. On va passer aux décisions pour l'année. Quelqu'un a des idées? Ah non, pas Michel, il a toujours des idées de merde celui-là. Ouais, mais c'est le seul qui lui avait le droit. Ah. Du coup, Michel, on t'écoute. Un deltaplane. D'accord. Et pourquoi faire? Pour voler, bah on a jamais besoin de ta plate pour voler. Non, bah non. Bah en principe on arrive, on vole et on crame tout quoi. Non, non. On viole, on vole et on crame. Ah ouais, c'est vrai que c'est plus festif. C'est plus festif. Mais du coup, Michel, on peut le noter à la limite. Ah, non, attends. Si, sur le papier. On garde pas trop longtemps. Et en automne vient le lead, une sorte de troisième assemblée qui permet de faire un petit peu le point sur tout ce qui vient de se passer. Ouais, donc du coup, moi je lui pète la gueule, un truc standard, tu vois, genre artillerie de 12, 12. Encore cette merde, on a pas bouffé la même chose la dernière fois. On bouffe toujours la même chose. Vivement qu'on découvre les Américains. Je te fais plaisir. Bon, les gars, nous voici tous réunis pour la mort de Michel. Il est vraiment mort ce con? Ah non, mais c'était vraiment une idée de merde, hein. Je te l'ai toujours dit après. T'es pas le seul. Du coup, le prochain qui nous parle de deltaplane. On le crame. Non, on le viole, on le vole et après. Ah ouais, c'est plus festif. Ouais, n'empêche, je tiens à dire que heureusement qu'on fait ces réunions, hein. C'est vachement constructif, hein. On avance à chaque fois un peu plus. Ah oui, petit à petit. Ouais, petit à petit, ouais. Au final, on n'a pas grand chose de guerrier, et on va partir du postulat que ce sont avant tout des marchands. Viking voulant peut-être également dire celui qui va de vicus en vicus, les vicus étant les villes comptoirs marchandes de l'époque. D'ailleurs, Vareg, que j'avais dit tout à l'heure comme un des noms des vikings, voudrait dire celui qui s'occupe des marchandises, qui à l'époque se disait également Var. Mais alors, à quel moment c'est parti en couille? Deux explications. D'abord, les Jarls voulaient du prestige et de l'argent, et dans les raids, ils avaient les deux. Et en plus, c'était appuyé par le fait qu'il n'y avait pas d'invasion. Ils partaient, ils prenaient l'argent, ils rentraient chez eux. Et sans annuler la première explication, et même elle la renforce ensuite, c'est Charlemagne. Car oui, Charlemagne veut imposer à tout prix sa religion, par le fer ou par le feu, et du coup ça fait une menace supplémentaire. Une menace qu'on voit facilement à Verden en 782, où il ordonne la décapitation de 4500 personnes. On comprend pourquoi les églises ont été attaquées en priorité, en plus de l'argent qu'il y avait dedans. À la mort de Charlemagne, eh ben c'est la fiesta. Tout cela va leur permettre d'étendre considérablement leur influence en Europe et au-delà. Vers l'est, on retrouvera des vestiges du côté de Rostov, datant de 750, les Vikings venant de la Suède actuelle ayant pour but Constantinople. En route, ils créent deux états, Novgorod et Kiev, qui deviendront la Russie, russe étant leur nom là-bas. À l'ouest, ils iront en Angleterre et en France. Ils créeront un royaume autour d'York,
et s'enfonceront par le biais des fleuves dans ce que deviendra la Normandie. D'ailleurs, sur les élections, ben me barrer, parce que depuis qu'on a les gitans à côté, on n'a plus d'élections. Alors c'est pour dire, mais moi je dis pas que ça, mais c'est peut-être les Arabes qui les volent aussi, parce que bon, les élections, on sait jamais à qui ça appartient, hein. De là, ils vont se diriger vers l'Islande pour s'y installer durablement. Ils partiront même au sud de l'Europe en assiégeant Séville et Luni près de Pise. Mais la plus grande épopée commence avec Éric le Rouge en 982. Parti d'Islande vers l'ouest, il rencontre une vaste étendue de terre, le Groenland. Il s'enfoncera plus vers une région appelée le Vinland. On y découvrira des vestiges datés de 980 à 1020 au nord de Terre-Neuve. En gros, ils ont découvert l'Amérique bien avant Amerigo Vespucci. Non, pas Christophe Colomb, non. Non mais on en parlera un jour, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, il nous reste un dernier point. Comment ont-ils fait pour partir si loin avec tant d'aisance, que ce soit par les océans ou même le long des fleuves? Top sujet embarcation. Je suis un navire viking datant du Moyen-Âge qui tient son nom du dragon sculpté à la proue. Vous me dites? Le drakkar. Un drakkar, oui, mais pas que. Car oui, le terme drakkar est un terme français datant de 1840 se basant sur le vieux norrois dreki ou drekar au pluriel. En plus, il n'y a pas une seule embarcation, mais plusieurs types. C'est en 1962 que l'archéologue naval Holcremlin Pedersen va créer une famille des embarcations vikings. Alors, il y en a deux majeures, les langskip qui sont les navires de guerre, et les kopskip qui sont les navires marchands. De plus, les embarcations vikings ont été sujettes à pas mal d'innovations. Pour rappel, ils sévissent depuis l'Empire romain et séviront jusqu'au XIIIe siècle pour les derniers raids. Ils ont pour ça une connaissance maritime imbattable et des outils tels que le Hosbok, un livre qui répertorie la présence de macareux près des îles Féroé ou des icebergs près du Groenland. Certaines hypothèses parlent également de pierres de soleil, des cristaux de calcite qui reflètent la lumière du soleil différemment selon là où on se place. C'est une technique qui permet en plus de se repérer par temps couvert. Eh Jamy, et comment on fait la nuit? Comme tout le monde en fait, avec les étoiles. Bah oui. Mais tout cela a une fin hélas, et même si ils séviront jusqu'au XIIIe siècle, dès 800 les embarcations vikings arrivent à une impasse technologique. Et en plus, ils doivent composer avec des ennemis qui les connaissent bien mieux, avec de bien meilleures embarcations, telles que les embarcations Frison, qui sont certes moins rapides, mais plus grandes, pouvant mettre des plateformes et y placer des archers ou des engins de siège. En plus de cela, les Scandinaves sont assez peu nombreux, et si cela suffit pour des raids chirurgicaux ou des colonisations un peu plus éparses, souvent avec l'accord d'un seigneur local, pour une invasion plus globale, ça ne suffit plus. Au final, on peut dire que les Vikings n'étaient pas un peuple plus belliqueux que les autres, mais les actions fomentées par Charlemagne, puis la fragilité de l'Empire à sa mort, ont permis aux Vikings de dominer le monde qui les entourait sans de réelle résistance. En plus, ils avaient des connaissances que nul autre avait à l'époque, et qui leur ont permis de toujours aller plus loin, plus haut, plus fort. Et là, paf! Et ben, c'est comme ça que ça arrive, et puis bon, la génisse l'a mis bas, et du coup, ben, je l'ai baisé. Eh bien, je vous remercie, monsieur Dubuc, pour cette interview. C'est bon, on a tout. On peut se casser de ce bête de merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à faire le trio magique abonnage, cliquage, clochage, et à la prochaine. Tchuss.